de m'avoir proposé de m'associer à sa fête d'anniversaire aujourd'hui. Je suis très content d'être là, très content de participer à célébrer la société Ad-Hoc qui, comme ça a été déjà dit, fait vraiment ce lien nécessaire et indispensable entre les établissements d'enseignement supérieur et le monde de l'entreprise. L'intervention précédente se terminait en disant que c'était quelque chose qui allait devenir beaucoup plus naturel. On sait que si ça devient plus naturel, c'est en train de le devenir, c'est aussi parce qu'il y a des entreprises qui s'intéressent directement au doctorat, qui œuvrent en ce sens, et Ad-Hoc en fait partie par son action sur les deux parties prenantes, à la fois les établissements d'enseignement supérieur de recherche d'un côté et les entreprises de l'autre. Donc je suis pour ces raisons vraiment très content de participer ici à cette fête. Donc je vais essayer on m'a demandé de donner la vision d'un académique sur les questions de doctorat. Donc délibérément, je me suis assez centré sur le monde académique. Et j'ai essayé d'identifier un certain nombre de questions qui se posent autour du doctorat, qui se posent depuis longtemps et qui, à mon sens, vont continuer à se poser et auxquelles il est important de prêter attention. Alors d'abord, je voudrais dire que j'ai commencé moi aussi ma thèse, elle est finie d'ailleurs tout près d'ici, en Tour 12. J'ai eu la chance de faire ma thèse en tant que doctorant inscrit à l'Université Pierre-et-Marie-Curie. C'était un vrai bonheur. J'étais au laboratoire Caster-Brossel où je travaillais sur les problèmes d'optique quantique. J'ai eu une chance vraiment très grande de pouvoir faire mon travail de doctorat là-bas, sur des années absolument magnifiques, de ne faire que de la recherche, ou presque, apprendre sans cesse de nouvelles choses, rencontrer de nouvelles personnes. C'est vraiment une expérience inouïe. J'ai eu aussi la chance d'être dans un laboratoire très soudé, où j'avais aucune difficulté à trouver des interlocuteurs pour répondre à mes questions scientifiques ou de poursuite de carrière dans le monde académique en ce qui me concernait déjà à l'époque, mais vraiment de absolument pas ressentir cette question d'isolement dont on sait que c'est un problème important pour beaucoup de doctorants sur lesquels il faut que nous travaillions toujours. Alors j'ai l'impression de dire que toute ma thèse était très facile, c'est pas forcément le cas, mais pour reprendre le regretté Aznavour, mes emmerdes étaient ceux de mon âge. Alors mes emmerdes n'ont pas tardé à devenir un peu plus compliquées et j'ai été confronté, comme beaucoup et comme les questions que je vais essayer de préciser, à la nécessité de confronter des exigences incompatibles. Pour reprendre Francis Scott Fitzgerald, qui disait que c'est un vrai défi de tenir deux idées opposées à l'esprit en même temps, tout en conservant la capacité de fonctionner. Alors le doctorat fonctionne, et pourtant il y a beaucoup de contradictions qu'il traverse, et je vais essayer d'en lister quelques-unes au travers d'un certain nombre d'étapes de ma propre carrière. Alors ma première expérience en tant que doctorat, pas en tant que docteur ou doctorant, ni en tant qu'encadrant de thèse, et lorsque on m'a proposé de m'occuper de ceux qui s'appelaient les moniteurs à l'époque, c'est-à-dire ceux qu'on appellerait maintenant les doctorants contractuels avec mission d'enseignement, ou avec une mission complémentaire dans le cadre de l'arrêté, enfin du décret sur le contrat doctoral qu'a rappelé Clément tout à l'heure. Donc pour moi c'était une découverte de ce qu'était ce monde, et une des questions importantes qui se posent à ce moment-là, sur ce type de sujet, c'est vous vous dites « Ah bah c'est super, on va offrir des formations pour les doctorants », rappelez leur importance juste à l'instant, et puis vous vous trouvez confronté à des écoles doctorales ou surtout à des encadrants de thèse qui vous disent « Mais à quoi ça sert ? Ce qui compte c'est de passer du temps à la paillasse ou sur votre travail de recherche ». Et donc il y a vraiment cette tension qui est apparue. Alors dans ce qui a été rappelé, il y a une vraie progression. La première fois qu'apparaît le mot formation dans l'article 612-7 du Code de l'éducation, c'est en 2006. Il faut voir les deux versions c'est avril 2006 je crois, avant et après. Il y a le texte sur ce qui définit le doctorat change beaucoup et apparaît le fait qu'il faut avoir des formations pendant le doctorat. C'est à ce moment-là, et c'est suivi par l'arrêté du 7 août 2006, mais c'est un point qui est important. Et alors, où est-ce qu'on en est en 2018 sur cette question ? Alors, il me semble qu'il y a eu un travail extrêmement important des écoles doctorales, spontané, parfois aiguillé quand même un petit peu par les établissements et les collèges doctoraux, ou par le HCERS, mais de mon point de vue, la question de la formation doctorale et de sa nécessité ne pose plus de questions dans les écoles doctorales.
tout le monde, personne ne discute leur nécessité. Par contre, il reste encore un petit point sur la nécessité qui n'est pas toujours bien admise par les unités de recherche, les encadrants eux-mêmes, qui n'en comprennent pas toujours l'importance. Alors, il y a un travail important que nous devons faire, à l'intérieur du monde académique encore, pour essayer de convaincre. Pas en disant qu'il faut respecter la loi. Quand vous dites qu'il faut respecter la loi à un enseignant-chercheur, il a plutôt tendance à sourire et à vous dire qu'il a la liberté académique, c'est ça qui compte, et le reste, voilà, vous l'ennuyez. Il ne faut pas non plus expliquer la qualité des formations doctorales. Alors, c'est quelque chose, on nous dit, ah oui, si vous voulez faire du bon, si vous voulez vraiment que les doctorants participent et que les encadrants de thèse soient convaincus, il faut faire des bonnes formations. Alors ça me rend à peu près fou quand on me dit ça. Pour moi, c'est une véritable insulte aux personnes qui organisent ces formations, que ce soit les écoles doctorales ou les collèges doctoraux, mais aussi aux personnes qui les donnent, et notamment à la société ad hoc ou d'autres, qui participent à donner ces formations et pour lesquelles il y a un énorme travail qui est fait, et j'ai aucun doute sur la qualité de ces formations, mais pour autant, tout le monde n'est pas encore convaincu. Je pense que l'arrêté de 2016 fait un pas dans la bonne direction, au sens où il définit une convention de formation qui implique plus encore le directeur de thèse dans la préparation du doctorat, dans cet aspect formation. C'était rappelé dans la dernière intervention, j'ai beaucoup apprécié ça, c'est effectivement ça. Je pense que par ce biais, on va encore accroître le rôle du directeur de thèse qui, j'espère, va prendre de plus en plus conscience de son rôle, de la place qu'il peut avoir et de son importance, et donc d'impliquer les unités de recherche et les encadrants vraiment dans ce projet de formation qui doit guider chaque doctorant. Plus récemment, j'ai eu le plaisir de diriger le collège des écoles doctorales de l'Université Sorbonne-Paris-Cité. Et là, une des problématiques à laquelle j'ai été confronté, c'est celle des spécificités disciplinaires. Alors, en tant que directeur de collège doctoral, on vous explique que vous devez inventer des règles auxquelles toutes les écoles doctorales, à peu près, doivent respecter. Et alors là, on vous dit, ah oui, mais attendez, nous, on n'est pas pareil. Nous, c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe chez nous. Vous pouvez pas calquer, surtout, vous pouvez pas calquer le modèle des physiciens sur les autres. C'était un peu ma tentation, mais bon, on m'a dit que c'était pas une bonne chose. Et donc, la question qui se pose, c'est qu'est-ce qui va relever de la pratique disciplinaire nécessaire, intrinsèque, j'ai envie de dire, et de la pratique historique. Donc typiquement, si vous voulez prendre dans certaines... au début du travail que j'ai effectué, on expliquait qu'un doctorat en mathématiques durait 4 ans. 3 ans, c'était pas possible. Et un de mes présidents de Paris Diderot avait posé la question sous forme de boutade de savoir si c'était un théorème, qu'il fallait 4 ans pour démontrer un théorème. Bien sûr, il faut tenir compte de ces spécificités disciplinaires. On ne peut pas appliquer des règles sans réfléchir au contexte dans lequel on essaye de les appliquer. Et quand il y a une communauté qui reconnaît certains critères, il est vain de vouloir demander à les changer comme ça par un trait de crayon à l'échelle d'une école doctorale ou même d'une commune. Et donc c'est vraiment important de réfléchir à ça, mais aussi, et c'est pour ça, c'est cet antagonisme auquel je faisais référence tout à l'heure, de ne pas surjouer cette importance de l'environnement et de ne jamais se résoudre à prendre l'environnement pour acquis et de manière définitive. Si on vous dit qu'une thèse dans X ou Y discipline, ça fait au moins 900 pages, et sinon c'est pas la peine et le CNU ne la regardera même pas, ben, j'espère que ça peut changer parce que 900 pages en 3 ans, c'est quand même très très compliqué. C'est important, et les collèges doctoraux sont là aussi pour brasser les cultures, montrer l'existence d'autres pratiques, à la fois pour certains secteurs qui considèrent que ça doit primer absolument l'autonomie du doctorant, et donc un doctorant sera très peu de fait encadré, verra très peu sa directrice ou le directeur de thèse, ou à l'inverse, des pratiques, plutôt dans ma propre discipline, où les sujets de thèse sont assez fermés, alors que, à mon avis, il est extrêmement important qu'il y ait une implication beaucoup plus grande du doctorant dans la définition de son sujet de thèse, comme c'est le cas dans les sciences humaines et sociales. Et puis plus récemment, j'ai eu le plaisir de m'intéresser à ce qui se passait à l'échelon national en tant que président du réseau national de collèges doctoraux, et une question qui se pose, pas directement à ce réseau, à cette association, mais qui se pose plus généralement dans le monde de la recherche, c'est la question de l'utilité des recherches. Est-ce qu'on doit chercher, et est-ce qu'un doctorant, quand il va, ou un étudiant en master, quand il doit essayer de se projeter dans sa futur travail de thèse, est-ce qu'il doit chercher un travail qui va être une pure aventure intellectuelle,
ou est-ce qu'il doit chercher un projet de thèse qui garantit des résultats valorisables? Je ne parle pas seulement valorisables en termes de publication, en termes de production scientifique, mais monnayables quasiment en termes d'euros par l'intermédiaire de brevets, de licences, etc. Donc la réponse à cette question, vous la connaissez comme moi, elle n'est pas très compliquée. Évidemment, non. Il ne faut pas privilégier uniquement des recherches court-termistes qui nous mèneraient à des choses complètement stérilisantes à court terme. Par contre, il ne faut surtout pas nier l'existence d'une pression continuelle, notamment pour les établissements d'enseignement supérieur et de recherche, de dégager des ressources propres, de récupérer des produits de licence, de brevets, etc. Et cette pression, elle existe de plein de manières, et la nier serait, à mon avis, là aussi un peu vain. Et donc, pour les doctorants et doctorantes, ou les étudiantes et les étudiants qui vont essayer de choisir un projet de thèse, ou qui vont essayer de se placer dans ce monde, je conseillerais de se rappeler les phrases de Schrödinger, qui disait « Ne perdez jamais de vue le rôle de votre sujet particulier dans la grande performance de la tragicomédie de la vie humaine. Si vous ne pouvez pas à long terme dire à tout le monde ce que vous avez fait, votre action est sans valeur. » Sans valeur, en anglais, c'est worthless. D'accord ? C'est un mot très fort. Et là, alors, je pense que le nom de Schrödinger ne vous est pas inconnu. C'est quand même quelqu'un qui, en termes de brevet, n'a pas dû être très très efficace. Et pour autant, la physique quantique, on ne peut pas dire que ça n'a pas généré de valeur à long terme. Et donc, la question est pour moi là, la réinterprétation que j'en fais, c'est de s'interroger non pas sur l'importance de nos résultats, mais l'importance de notre travail de recherche plus largement, du périmètre sur lequel nous interrogeons, nous réfléchissons, et ce travail doit rester d'une manière ou d'une autre connecté à la société, connecté au monde qui nous entoure, à nouveau pas les résultats, mais ce travail plus général. Et là, je voudrais revenir sur quelque chose qui a été mentionné sur la fin de l'exposé aussi, la question des compétences. Le travail de thèse, le travail de doctorat va permettre aux doctorants d'acquérir un grand nombre de compétences, et ces compétences ne vont pas dépendre du fait qu'il a étudié l'atome de rubidium plutôt que l'atome de césium, mais bien de ce que c'est qu'un travail de thèse. Ça a été rappelé dans l'exposé précédent. Donc je suis très heureux de voir l'inscription du doctorat au registre national des certifications professionnelles, mais à mon avis, ça n'est que le début de notre travail. Il faut absolument que nous en saucissions et que nous fassions quelque chose de ces fiches. Et pour cela, un premier jalon va être, j'espère, posé à Poitiers le 16 novembre prochain. Nous organisons un colloque sur les compétences en doctorat avec l'Université de Poitiers et le Réseau national de collèges doctoraux. C'est un colloque ouvert, et donc vous êtes bien sûr invités à y participer. Si vous n'arrivez pas à trouver l'information, n'hésitez pas à me contacter et je vous donnerai des références. Donc je vais m'arrêter là pour conclure que le doctorat, comme est une vraie aventure individuelle absolument magnifique, mais aussi doit être une aventure collective. On travaille dans un écosystème large, j'ai essayé de le rappeler, le laboratoire, l'unité de recherche, l'équipe de recherche qui doit être un vrai environnement, sans être un cocon, doit porter le doctorant ou la doctorante, mais ça doit rester une aventure. Ça n'est pas balisé. Certaines écoles proposent une formation qui passe par une piscine. J'aimerais que le doctorat reste une formation par l'intermédiaire d'un océan. C'est l'océan dans lequel il faut plonger, avec l'inquiétude que ça génère, mais il faut que nous sachions collectivement accompagner les doctorants et ensuite les docteurs dans cet océan, pour que ça reste vraiment le travail de recherche avec cet aspect inconnu qui est, à mon avis, essentiel aux compétences qu'acquièrent les docteurs au travers de leur travail de doctorat. Et puis j'aimerais donc conclure en souhaitant à nouveau un très bon anniversaire à la société ADOC et en espérant être ici en 2028 pour souhaiter les 20 ans de cette société avec encore plein de modifications, plein de nouveaux arrêtés, etc. etc. Merci à toutes et à tous.